Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Jacques Lévy-VM. Avec Jacques, nous avons parlé de la méthode qu'il a développée au travers de Case Law Analytics, non pas pour faire ce qu'on appelle de la justice prédictive, vous savez ce terme qui déchaîne les passions et les craintes, mais de la quantification d'aléas judiciaires. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-on modéliser le raisonnement du juge pour présenter des anticipations raisonnables de ce que pourrait décider une juridiction sur un dossier donné ? Si oui, comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce que l'utilisation d'un tel outil peut vous apporter en tant que professionnel du droit ? Quels sont les risques qui sont liés à son utilisation ? Est-ce fiable ? Est-ce éthique ? Vous obtiendrez les réponses à toutes ces questions en écoutant cet épisode. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit et vous donnera envie d'en savoir plus. Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast, d'autant que notre interview était initialement prévue il y a quelques mois et qu'avec le confinement, elle a été décalée, donc je suis doublement heureuse. Jacques, vous êtes mathématicien et vous avez été directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, pendant plusieurs années, et c'est d'ailleurs cette recherche que vous avez menée avec Jérôme Dupré, à l'époque magistrat en disponibilité, qui a conduit à la naissance il y a bientôt 3 ans de Case Law Analytics. Votre objectif au travers de cette start-up, utiliser l'intelligence artificielle et des modèles mathématiques pour quantifier l'aléa judiciaire et présenter des anticipations raisonnables de ce que pourrait décider une cour sur un dossier de données. Cet outil, parfois qualifié à tort de justice prédictive, on aura l'occasion d'en reparler, constitue une aide à la décision qui est précieuse pour les professionnels du droit et vous soufflez donc un vent novateur sur le monde juridique et judiciaire. Jacques, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et tout ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation ? Oui, alors déjà, je voulais dire que moi aussi, je suis vraiment ravi et je vous remercie beaucoup, Laetitia, pour l'invitation. C'est très agréable de vous faire cette interview. En fait, vous avez déjà tout dit sur Case Law, donc on pourrait presque s'arrêter là. C'était un très très bon résumé. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, je suis un pur produit de la recherche publique puisque j'ai passé pas quelques années, mais en fait quasiment toute ma carrière, donc ça veut dire à peu près 30 ans à l'INRIA. Vous faites plus jeune, c'est pour ça que j'avais marqué nombreuses années, puis je me suis dit en vous voyant, bon, on va raccourcir un peu en mettant plusieurs. Oui. Et donc l'INRIA, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un institut de recherche publique qui a le même statut que le CNRS, qui est moins connu parce que c'est beaucoup plus petit. À l'INRIA, on ne fait que des mathématiques et de l'informatique. Une autre spécificité de l'INRIA, c'est que c'est des recherches plutôt appliquées. La plupart des recherches ont vocation à trouver une application dans l'industrie, dans la société civile ou tout ce qu'on veut. Et en particulier, l'INRIA crée entre 5 et 10 startups chaque année dans différents domaines. Oui. C'est un des beaux succès de l'INRIA, donc ça peut être de la médecine, de l'énergie, des villes intelligentes, un peu tout ce qu'on veut. Et donc, il y a moins de 3 ans, une des startups est issue d'INRIA, donc c'était Case Law Analytics. Voilà, donc c'est vraiment une startup qui est issue de nombreuses années de recherche en mathématiques et aussi un petit peu en droit sur les dernières années. Voilà, et donc pour conclure sur mon parcours, à l'INRIA, donc j'ai dirigé plusieurs équipes de recherche et le thème de mes dernières équipes, c'était effectivement la quantification de l'aléa dans des phénomènes qu'on appelle essentiellement aléatoires, ça veut dire des phénomènes qui n'existent que parce qu'il y a un aléa, sinon ils ne pourraient pas exister. Le cas le plus simple, c'est peut-être celui de la finance, tout le monde peut comprendre. Quand on regarde les marchés financiers, si à un moment donné quelqu'un veut acheter une action et quelqu'un d'autre veut la vendre, c'est que celui qui veut l'acheter pense qu'elle va monter, celui qui veut la vendre pense qu'elle va descendre. Si on savait vraiment où elle serait demain, il n'y aurait pas de transaction. Il y a d'autres mécanismes plus compliqués, mais il y a au moins ça. Donc le fait que les marchés financiers existent, c'est parce qu'il y a un aléa, et donc on peut pas dire je vais pas tenir compte de cet aléa puisque c'est lui qui est central, et c'est la même chose en droit, et donc c'est pour ça que j'étais amené à m'intéresser au droit. Donc initialement votre recherche elle était plus générale que le droit et ensuite vous êtes vraiment centré sur l'application de cette recherche au droit. Oui, ma recherche c'était quand on a des phénomènes comme ça où l'aléa est présent au cœur du phénomène, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc c'est pas parce que c'est aléatoire que c'est arbitraire, les gens confondent parfois les deux. Quand c'est aléatoire, ça veut pas dire que n'importe quoi peut se passer. Les marchés financiers, ils ont quand même une certaine logique dans leur mouvement, sauf quand il y a des crises. Mais donc on peut pas prédire ce qui va se passer, mais on peut décrire cet aléa, on peut décrire sa géométrie, comment il est structuré. Et l'essentiel de ma carrière, oui, c'était de fabriquer des outils pour les décrire, en général, mais surtout avec une application dans un domaine donné. Donc ça peut être la finance, ça peut être la médecine, ça peut être la géophysique, ça peut être le trafic sur Internet, ça peut être plein de domaines où il y a toujours cet aléa. Donc comment est-ce qu'on peut fabriquer des outils pour le contrôler, sans prédire, mais le contrôler quand même. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à créer Case Law Analytics et à vous spécialiser sur le droit ? Ça faisait longtemps que j'étais attiré par le droit parce que c'est au cœur de la société.
Et puis après, il y a deux raisons un peu plus conjoncturelles. D'abord, un de mes meilleurs amis, vous en avez parlé, Jérôme Dupré, qui donc à l'époque était magistrat à Nantes. Ça faisait comme vraiment très longtemps que je disais, ce serait quand même bien de marier un peu le droit et les mathématiques, mais on n'avait pas du tout d'idée comment. Et Jérôme, lui, sa motivation principale, c'était, en tant que magistrat à Nantes, il voyait les dossiers qui s'accumulaient. Il était en droit de la famille. Et d'ailleurs, à Nantes, ils ont été condamnés pour procédure anormalement longue il y a quelques années. Et donc, voilà, les dossiers, il en avait beaucoup. Il considérait qu'il pouvait pas vraiment faire son travail aussi bien qu'il aurait voulu, même en passant de nombreuses heures le soir. Et donc, il a réfléchi à comment désengorger les tribunaux, pas déjudiciariser, mais inciter les gens à éviter la case tribunal. Et donc, des modes alternatifs de règlement des différends. Et donc son idée, c'est que si on présentait des anticipations aux gens de qu'est-ce qui pourrait se passer, ça pourrait les inciter à s'asseoir à une table, négocier en connaissance de cause, premièrement. Et deuxièmement, même lui dans sa pratique, par exemple, il devait fixer des prestations compensatoires. Donc autant il savait tout de suite en regardant un dossier s'il y avait lieu de donner une prestation ou pas, autant fixer les montants. La loi ne dit pas comment fixer le montant, elle dit il faut regarder la durée du mariage, les disparités des revenus, etc., les sacrifices, mais après c'est combien d'euros. Et donc quelquefois, 10 minutes avant de décider, il pouvait hésiter entre des montants très différents. Donc avoir un outil qui dit voilà les usages dans votre cour d'appel ou dans votre tribunal, ça donne un référentiel, c'est un miroir. Et après, le magistrat fait ce qu'il veut, mais il a une connaissance. Ça, c'était sa motivation. Donc quand il a eu l'idée de ça comme application, on a réfléchi que, en droit, un peu comme en finance, l'aléa a aussi une condition d'existence. Alors là aussi, je simplifie beaucoup, mais au civil, souvent on va au tribunal parce que chaque partie pense qu'elle va pouvoir convaincre le juge. Si on pouvait savoir ce que je vais décider, évidemment on n'irait pas parce que c'est pas la peine de payer un avocat et d'attendre 2 ans pour avoir un résultat qu'on connaît déjà. Oui. Donc il y a un aléa qui est vraiment constitutif, pas toujours, bien sûr, il y a le pénal et puis il y a des fois on y va pour marquer des points ou pour la réputation. C'est psychologique aussi. Voilà, on veut faire valoir son nom. Mais quand même assez souvent, surtout dans le domaine commercial, les gens ils ont pas de temps à perdre, donc ils y vont parce qu'ils pensent qu'ils seront condamnés moins ou plus. Donc il y a cet aléa et du coup c'est intéressant d'étudier avec les outils que moi j'ai développés pendant 20 ans. Donc on va dire que ça c'était les motivations nobles. Et puis après il y a la petite histoire que je rencontre aux investisseurs, parce que quand on fait des pitchs pour lever des fonds, faut avoir une histoire rigolote. Celle-là, c'est que il y a à peu près 10 ans, mes parents étaient impliqués dans une procédure judiciaire avec leur syndic de propriété, et ça a duré très longtemps, donc on a pris un avocat pour essayer d'obtenir un gain de cause. On a eu gain de cause, mais au bout de 7 ans, et au bout de 5 ans, moi j'ai demandé à notre avocat si on avait nos chances de gagner, et il m'a regardé avec une drôle de tête, et il m'a dit, monsieur c'est du droit, on peut pas savoir. Donc comme moi c'est mon métier, de quantifier l'aléa, je me suis dit que j'allais consacrer le reste de ma vie à lui prouver qu'il avait tort, et donc de créer Question Analytics. C'est vendeur. Oui, et c'est nos clients maintenant. Ah voilà. Et justement, donc on parlait des termes justice prédictive. Vous disiez que c'est tout sauf de la prédiction. Est-ce que cette terminologie, qui est souvent utilisée pour décrire des outils comme le vôtre ou comme celui de Prédictis, est préjudiciable à des outils comme celui de Caselaw? Alors, à vrai dire, je sais pas comment on s'est trouvé embringué dans cette histoire de justice prédictive, puisque nous, on l'a jamais employé, ce mot. Beaucoup de gens l'ont utilisé. Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a plusieurs aspects. D'abord, je pense que le milieu juridique ou judiciaire aime bien se faire peur avec ça. On peut pas compter le nombre de conférences ou de colloques qui ont lieu, et nous, on a été invités peut-être au moins à 30 colloques depuis le début, qui sont consacrés à ça. Donc, je pense que ça réveille un peu les gens. Après, un peu plus grave, je pense aussi qu'il y a des gens qui s'en servent comme d'un épouvantail en disant justice prédictive, donc évidemment c'est pas bien, et donc on va mettre le là sur des gens qui font des choses innovantes parce qu'on n'a pas envie de bouger. Donc ça c'est un peu plus questionnable à mon avis. Mais parce qu'ils se servent de l'argument la justice prédictive va nous remplacer, on va disparaître, voilà. Ou alors c'est la déshumanisation de la justice, etc. Oui. En fait, la première fois que j'ai entendu justice prédictive, il suffit de réfléchir quelques secondes pour se dire justice prédictive, donc c'est la machine qui va prédire, mais si elle prédit, en fait, elle prescrit, puisque on va demander à la machine ce qui va se passer, donc on va laisser la machine juger. Donc tout de suite, c'est des juges robots. Évidemment, personne ne veut de juge robot. En fait, tout le monde préfère aller au tribunal et que le juge vous donne tort, mais qui vous a écouté, qu'une machine et on presse sur un bouton, on a raison, on a tort. Donc le côté humain et aléatoire, en fait les gens le veulent. Aléatoire entre autres parce que ce jour-là votre avocat est plus en forme, ou il a mieux préparé son dossier, ou le juge est plus enclin. Voilà, il a fait un reportage la veille, il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent que oui, il y a une influence. Mais en fait, on est prêt à jouer ce jeu-là parce que c'est humain. Donc effectivement, quand on dit justice prédictive, ça fait peur à tout le monde. Donc oui, je crois qu'il y a aussi des gens qui se sont servis de ça. Et puis c'est ce que je viens de vous raconter. Je me suis intéressé à ça parce que j'ai réalisé que la justice, enfin en tout cas les décisions judiciaires, sont un phénomène essentiellement aléatoire, donc je peux pas après dire c'est prédictif, puisque justement non. Voilà, donc c'est pour ça que comme vous l'avez dit au début, on préfère parler de quantification de la judiciaire, même si c'est un peu moins clair pour les gens, mais on expose les diverses pratiques qui sont faites dans une cour. Quand on parle de quantification de l'aléa judiciaire, on parle principalement de 2 méthodes, 2 approches. La vôtre qui est une approche plutôt de modélisation du raisonnement du juge,
et une approche comme celle, par exemple, de Predictis, qui est plutôt une approche d'analyse statistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qui existent entre ces deux méthodes et pourquoi vous avez choisi cette méthode? Oui. Alors effectivement, les gens qui sont dans la mouvance justice prédictive, il y en a plusieurs. Donc ce que font ces gens, c'est que ils ont des grandes bases de données de décision, souvent de l'appel, mais ça peut être aussi de la première instance. Donc ils en ont vraiment beaucoup, ça se compte en millions, même si finalement c'est pas tant que ça. Et donc typiquement, vous allez interroger leur base de données en donnant un certain nombre de critères. Ils vont sortir de leur base de données tous les arrêts qu'ils ont trouvés. Donc par exemple, on va taper prestation compensatoire, mariage, durée de 10 ans, etc., quelques critères. Ils vont trouver, mettons, 1000 dossiers qui correspondent à ces critères. Et ils vont dire sur ces 1000 dossiers, il y en a 600 où une prestation compensatoire a été donnée. Donc vous avez 60% de chance avec les critères que vous avez rentrés. Voilà. Donc c'est assez faux de dire qu'il y a 60% de chance, c'est plutôt de dire statistiquement sur les dossiers passés que nous on a analysés, il y en a 60% pour lesquels il y a une prestation. Et après on peut aussi calculer le montant moyen si on veut. Oui. Donc ça s'appelle effectivement faire des statistiques. Pourquoi est-ce que si on le faisait statistiquement ça marche pas? Il y a vraiment beaucoup de raisons. La première, c'est que parfois on demande aux questions éthiques, vous avez combien de dossiers en base pour faire vos calculs? Donc moi je leur dis, on en a 200, alors que les autres ils en ont 2 millions ou 3 millions. Parce qu'en fait, si tel éditeur juridique ou Legatech vous dit j'en ai 2 millions, ils ont 2 millions de décisions sur tous les domaines en France. Vous vous intéressez à de la rupture brutale de relation commerciale établie. En France, en 2012, il y a eu un changement, il n'y a que la Cour d'appel de Paris qui est compétente. Et depuis 2012, ils ont pris à peu près 1300 décisions. Elles sont toutes recensées par l'Université de Montpellier. Donc on s'en fiche d'en avoir 2 millions parce qu'il y en a que 1300 qui concernent ce domaine. Donc c'est un petit peu trompeur de dire je vais vous faire des stats sur 2 millions. Non, vous faites des stats sur 1300 dossiers. Et les autres, qu'ils soient là ou pas, ça change strictement rien. Donc, la première chose à voir, c'est qu'en France, dans la plupart des domaines, vu qu'on a accès surtout à des arrêts d'appel, et assez peu à la première instance, en général, les bases de données dans un domaine en appel sont quand même assez restreintes. C'est rare. Peut-être en droit social, il y en a quelques dizaines de milliers, mais voilà, rupture brutale, c'est 1300. Sur le préjudice corporel, il y en a moins de 10 000, etc. Donc, on a des bases de données assez petites. Donc, quand vous prenez une base de données, mettons, de 5000 arrêts, et vous commencez à rentrer des critères, à chaque fois que vous rentrez un critère, typiquement, en gros, ça divise la taille par deux. Donc, vous partez avec 5000, un critère 2005, vous voyez qu'au bout de 7-8 critères, il vous reste 1 ou 2 dossiers. Donc, il n'y a plus de statistiques possibles. Et si vous voulez vraiment caractériser votre dossier, vous mettez 20 critères, il y a 0 dossier. Donc, dès qu'on fait des statistiques, en fait, déjà, c'est trompeur parce que soit on met peu de critères pour avoir une grosse base et on peut faire des statistiques robustes, mais du coup, on a des dossiers qui n'ont plus rien à voir. Soit vous le caractérisez finement et il y a 0 dossier où il y en a 1 ou 2. Oui, finalement, ça revient plutôt à faire une recherche plus rapide et plus pointue, mais en termes de statistiques, c'est pas représentatif parce qu'il n'y a pas un assez. Il n'y a pas assez de données. Voilà. Aux USA, ils le font parce qu'ils ont beaucoup plus de données, donc ça a déjà un peu plus de pertinence. Voilà, donc ça c'est un premier problème, et ça c'est partout, dans tous les domaines. Dès qu'on met 20 critères, nous typiquement on caractérise un dossier par entre 30 et 100 critères. Dès que j'ai mis 50 critères, je suis à peu près sûr que j'aurai aucun autre dossier dans la base. Un autre point, c'est que les statistiques, par définition, c'est sur le passé. Ça n'a jamais servi à quantifier l'aléa dans le futur. On peut prendre l'exemple de la météorologie pour prédire la température demain. Météorologue, demain on sera le 12, on peut dire je vais regarder les températures des 12 juin des années précédentes pour dire voilà en moyenne il va faire tant. Il regarde ce qui se passe aujourd'hui, il mesure des paramètres physiques, ça va être la vitesse du vent, d'où vient le vent, est-ce qu'il vient du nord, du sud, etc. Et du coup demain voilà, on met une intelligence du phénomène et on essaye de prédire à partir de ça. On fait pas des stats. Alors depuis que je travaille dans le domaine du droit, j'ai vraiment appris à apprécier des gens de très très haut niveau, aussi bien des magistrats que des avocats que des universitaires. Donc là, il faut pas le prendre mal pour les juristes, mais c'est quand même le seul domaine où on croit que des statistiques sur le passé vont vous permettre de prédire l'avenir. Oui, parce que ça n'a juste pas de sens. C'est ce qu'on fait, même sans utiliser des outils statistiques. Quand on est en cabinet, finalement, ce qu'on fait pour voir un peu quelles sont les chances de succès, c'est effectivement faire d'abord une recherche de toutes les décisions qui ont été rendues, voir lesquelles sont les plus proches de notre cas, et ensuite dire voilà, il y a eu tant de décisions qui ont été prononcées favorablement à une demande comme les nôtres, etc. Donc finalement, effectivement, la pratique aujourd'hui, en tout cas en cabinet, elle est quasiment similaire, mais avec un temps de recherche plus important à cette approche statistique. Oui, alors c'est peut-être pour ça, effectivement. Moi, ce que j'ai compris, mais alors moi je suis pas juriste, donc je le dis avec beaucoup de modestie, c'est que effectivement les avocats ils vont chercher des dossiers qui ressemblent. Alors effectivement, comme c'est un humain et pas une machine, déjà ils en trouvent pas beaucoup, donc c'est pas forcément représentatif. Mais après, même s'il en trouve mettons 3, il y en a peut-être un qui va dans son sens et 2 qui vont pas dans le sens. Donc il va étudier celui qui va dans son sens pour voir quels sont les bons arguments, et c'est celui-là qui va présenter au magistrat. Mais du coup, la partie adverse, si elle a trouvé les 3 mêmes décisions, elle va montrer au magistrat les 2 autres, et donc finalement, on voit qu'à la fin de la fin, vous faites quand même pas des statistiques. Vous regardez la décision qui ressemble le plus, et vous allez chercher les arguments. Oui. Donc là, il y a une intelligence juridique que les machines n'ont pas, mais c'est juste une matière première pour que vous alliez dedans et exercer votre expertise en disant, il y a eu tel argument, est-ce que je peux le réutiliser?
Donc ça, c'est certainement valide, c'est une bonne idée. Mais là, du coup, on est parti des statistiques pour regarder des cas d'espèces. Donc nous, on fournit un outil qui permet à l'avocat d'exercer son expertise en dehors de toute statistique. Et ce qui vous gêne dans l'approche basée sur les statistiques, c'est que du coup, puisqu'on se fonde exclusivement sur des décisions passées, c'est quand même partir du principe que finalement, il n'y aura jamais de changement sur la façon dont les juges statuent sur un cas, et ça exclut notamment les cas de revirement de jurisprudence, etc. Alors, je voulais en parler après, mais effectivement, c'est vrai que c'est figé sur le passé, mais aussi, des fois, on va voir des choses, mais qui sont juste par hasard. Donc, on va dire, statistiquement, il se passe ça. Donc, il y a un exemple célèbre avec des magistrats qui avaient testé un outil qui était fondé sur des statistiques, et ils avaient vu qu'il y avait un comportement un peu bizarre dans une certaine cour d'appel. C'était sur les licenciements, les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et on voyait que dans cette cour d'appel, quand il y avait un licenciement économique, les pratiques étaient vraiment très très différentes d'ailleurs. Voilà. Donc si on regarde un peu plus près, on voit que dans la base de données qui était utilisée, c'était une toute petite cour d'appel, et il y avait eu un énorme licenciement économique, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, je ne me rappelle plus. Et du coup, les statistiques étaient faussées parce qu'en fait, c'était un seul dossier où le juge avait décidé pour les 500 personnes. Mais en fait, c'était quand même un seul dossier. Et donc, on croit qu'il faut des choses différentes. Sur 500 personnes, non, ils l'ont fait juste une fois. Donc, c'est un exemple de biais, mais il y en a plein. Parce qu'on n'a pas mis d'intelligence et donc, du coup, on va mesurer des choses qui peuvent n'avoir aucun sens. Quand on fait une approche, on essaie de comprendre ce qui se passe. Non, parce qu'on a demandé à des juristes comment ça marche. Et du coup, si on a interrogé des bons juristes, ce qu'on espère, eh ben, on aura forcément des résultats qui ont quand même une certaine intelligence. Voilà. Et après, il y a ce que vous dites, c'est que si on fait des statistiques, c'est sur le passé. Du coup, alors, les revirements, c'est un peu compliqué, mais au moins des évolutions, par exemple. Si je reviens aux prestations compensatoires, quand on fait des statistiques, on va dire, si vous obtenez une prestation, en moyenne, avec certaines caractéristiques, le montant s'étend. Pour calculer cette moyenne, on est remonté, mettons, 10 ans en arrière. Mais 10 000 euros en 2010, c'est pas du tout 10 000 euros en 2020. Il y a des tables d'actualisation, mais c'est pas très évident d'actualiser. Vous voyez, il y a des fluctuations. Donc, la plupart des outils statistiques, déjà, ils la font même pas l'actualisation. Donc, les résultats sont faux. Donc, c'est un exemple d'autre biais. Ou bien, les évolutions, par exemple, on voit que, en préjudice corporel, les montants qui sont donnés au titre de l'assistance tierce personne, en 2012, c'était en moyenne autour de 15 euros de l'heure, et en 2019, c'était en moyenne autour de 18 euros. Donc, il y a une évolution et on la voit. Donc, si on fait des stats, on va trouver quelque chose entre tout ça. Si on essaye de comprendre qu'il y a une évolution, on va dire l'année prochaine, ça risque d'être autour de 19 parce que c'est un monte de 1 euro chacun. Donc si la machine a détecté une évolution dans les dernières années, elle va la projeter en espérant que ça continue comme ça, mais on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de prendre en compte des changements législatifs. Par exemple, le barème Macron dans les indemnités. Donc là, en fait, on dit à la machine, tu as appris un raisonnement, et ben maintenant, dans ton raisonnement, il faut que tu tiennes compte de son barème. C'est une nouvelle règle, et la machine est capable de le prendre en compte. Alors que, là encore, une approche statistique peut pas, parce que je crois qu'il doit y avoir peut-être une quinzaine de dossiers qui sont passés en appel, soumis au barème. Mais du coup, ça veut dire que vous apprenez aussi à la machine les règles de droit? Alors, très bonne question. On n'apprend pas à la machine les règles de droit parce que c'est aussi contre notre éthique. Parce que si on lui dit, voilà les règles de droit, bah après c'est la machine qui devient le juge. Par contre, quand il y a des barèmes en dur, on peut lui donner parce que de toute façon, voilà, les juges sont tenus par ça, c'est effectivement du droit, mais c'est aussi des maths, quoi. C'est le montant et entre temps et temps. C'est un cas où, effectivement, on met une règle de droit, mais par contre, quand c'est juste des référentiels, par exemple, en préjudice corporel, il y a le référentiel Mornay, on lui donne pas. Parce que c'est un référentiel, les juges n'y sont pas tenus. Donc si on le mettait, on dirait au juge, bah voilà ce qu'il faut faire parce que c'est le référentiel Mornay. Or, le juge Mornay lui-même dit bien, c'est un référentiel, c'est pas un barème. Il y a des cas où quand on est avocat, on trouve que le juge s'éloigne un peu de la règle de droit. Et du coup, est-ce que si on apprenait à la machine la règle de droit, est-ce que ça pourrait pas aussi parfois avoir une pratique qui pourrait être vertueuse dans le sens où on dirait, bah, regardez ce qui existe, essayez de vous en approcher. Ouais, c'est une très bonne question. Bah, ça fait partie des questions éthiques qu'on se pose tout le temps. Pour le moment, on le fait pas parce qu'on pense que c'est une pente dangereuse, parce que, en fait, quand on fait de l'intelligence artificielle, on part avec les meilleures intentions du monde en se disant on va jamais tomber dans des biais et tout, mais les tentations sont tellement permanentes que c'est vraiment très difficile. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Par exemple, on analyse des dossiers, et des fois, donc une règle que j'ai réussi à comprendre en droit, c'est ultra petita, donc le juge peut pas donner plus que ce qui est demandé, mais on voit que des fois ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces décisions? Si on les met, la machine va apprendre que c'est possible, des fois elle va le faire, et les avocats vont nous tomber dessus en disant bah votre machine elle connaît même pas ça. Mais ça existe. Donc pour le moment on n'en tient pas compte, on les écarte ces décisions, mais dans un sens on a tort parce qu'elles existent. Donc là on prend une responsabilité. Après il y a tout un tas de biais aussi que la machine voit. Est-ce qu'on va les reproduire par exemple? La rupture brutale, c'est vraiment hallucinant. On n'a pas de décision où les magistrats donnent 13 mois de préavis. Ils adorent donner des multiples de 3. 3, 6, 9, 12. 12 on en a plein. 18, il n'y a jamais de 13. Alors des fois on se dit, si je fais varier un petit peu tel paramètre, j'avais 12, je pense passer à 13. Ben non, parce que ça n'existe pas. Les machines ne donnent pas 13. Donc est-ce que la machine, on lui apprend que ça n'arrive pas 13, ou on lui dit, bah oui, tu peux donner 13. Alors si on lui dit, tu peux pas donner 13, de toute façon c'est ce qu'elle voit, parce qu'elle ne voit jamais de 13. Les gens nous disent, bah pourquoi là ça n'a pas augmenté de 12 à 13, je suis passé à 14 par exemple. Les gens ont l'impression que la machine a un comportement irrationnel, mais c'est ce que font les juges.
Donc, est-ce qu'on corrige l'irrationalité des juges? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment tout le débat entre est-ce que le modèle réfléchit vraiment la pratique ou est-ce que on montre ce qui pourrait se faire mais qui en réalité ne se fait pas. Exactement. C'est effectivement difficile et de on l'a trancher. tout le temps. Bah oui. En préjudice corporel. En principe, on ne devrait pas avoir au titre des pertes de gains professionnels futurs plus que 12 fois la différence entre les revenus avant et après. Mais des fois, on voit plus. Il y a quand même à peu près 11% de dossiers, je crois, où c'est le cas. Donc, est-ce qu'on le met ou pas? Nous, pour le moment, on l'a mis et on se fait souvent engueuler par nos clients en disant, bah non, mais ça arrive pas. Alors, on est obligé de leur sortir les 20 décisions qu'on a où ça arrive. Ils disent, ah, d'accord. Donc, on fait un peu au cas par cas et donc, c'est pour ça qu'il faut pas laisser l'intelligence artificielle dans la main des mathématiciens. C'est pour ça que nous, on demande à des juristes. Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas le même avis. Bon, ça prouve que c'est un problème difficile, mais c'est pas aux mathématiciens de décider, en tout cas, ça, c'est sûr. Non, mais c'est des questions qui sont hyper intéressantes, mais qui sont difficiles. Voilà, bah c'est pour ça que je vous dis, en fait, nous, on a des réunions tous les lundis après-midi, on passe 1 heure à parler de ce genre de choses, toutes les semaines. Donc, Et donc, votre approche? Alors, notre approche, elle a rien de magique, c'est vraiment ce que font les scientifiques depuis Galilée, et ça explique aussi pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup de données. Nous, on essaye de comprendre ce qui se passe. Comme je l'ai dit, c'est ce que font les systèmes intelligents en médecine, ou en météorologie, ou en finance. Donc, on essaye de comprendre des règles. Donc, je vais expliquer comment, mais ce qui est important de comprendre déjà au départ, c'est qu'une fois que la machine a compris la règle, c'est pas la peine de lui donner d'autres décisions. On peut lui en donner d'autres, ça va affiner un peu le modèle, mais c'est pas crucial. On regarde des décisions, et si on a compris le mode de raisonnement, ben ça y est, on l'a compris. Parce que les magistrats, quand ils prennent un nouveau dossier, ben, ils appliquent leur mode de raisonnement. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est une procédure vraiment simple, en 3 étapes, où la première étape, c'est vraiment de l'intelligence juridique purement humaine, où on dit, voilà, sur un domaine, on va en premier lieu interroger des magistrats pour leur demander pas comment ils décident, parce que soit ils nous le diraient pas, ou alors ils le savent peut-être pas vraiment, mais qu'est-ce qu'ils regardent dans le dossier. Ça, en général, ils sont assez lucides là-dessus. Voilà, c'est des critères. Donc, sur une rupture brutale, on va regarder la durée de la relation, est-ce qu'il y a eu un investissement dédié, est-ce que la relation a été dégradée. Et puis, il y a des critères qui sont pas purement juridiques, mais économiques. Par exemple, en ce moment, la conjoncture économique est défavorable, donc les juges probablement seront moins sévères sur une rupture parce qu'ils savent que les entreprises sont en difficulté, etc. Donc on fait une liste de critères qu'on complète. Les magistrats, c'est une bonne source, mais on parle des fois aussi à des avocats qui vont nous pointer des critères qu'aucun magistrat nous dit. Alors soit ils n'y ont pas pensé, soit ils le savent pas, ou alors ils veulent pas le dire. Le premier exemple, c'est sur les licenciements sans cause réelle sérieuse. En aucun nous avait pointé que le statut cadre ou non cadre du salarié jouait dans l'indemnité, ce qui ne devrait pas être le cas, mais on voit que c'est vrai, oui. Donc on fait ces 6 critères aussi avec des avocats, mais ça peut être des universitaires. On a la chance de parler avec pas mal de magistrats, donc on arrive à faire ces listes assez facilement, mais c'est quand même un travail, enfin c'est là qu'est toute l'intelligence du questionnaire éthique, ça va, enfin pas toute, mais 90%. Donc ça c'est fait par l'homme? Voilà, par des experts juridiques, et c'est pour ça que je dis qu'on a un processus intelligent, parce que les critères qu'on met dedans, on est sûr que ce sont des bons critères, parce que c'est des magistrats qui nous ont dit, moi je regarde ce critère. Oui, parce que tous les critères, effectivement, ne ressortent pas forcément des décisions de justice. Soit parce qu'elles sont pas très motivées, soit parce que tous les critères ne sont pas volontairement inscrits. Oui. Alors, il y a des critères qu'on met pas, justement, parce que on pense que c'est pas éthique. Chez Questions éthiques, on passe la moitié de notre temps, d'ailleurs, on travaillerait plus si on le faisait moins, mais à parler d'éthique. Et donc, dès qu'on fait un pas, on dit, mais est-ce que c'est éthique ou pas? Et donc, le plus souvent, c'est autour des critères. Donc, par exemple, le sexe. Donc, surtout en droit de la famille, c'est clair quand même qu'il y a une orientation avec le sexe. Alors, je parle même pas du sexe des magistrats, mais du sexe des parties. On peut imaginer, je vais pas m'étendre, que le sexe, bon, on a décidé de pas le mettre, ni pour les licenciements, même si ça joue aussi. Des gens nous disent, bah, vous devriez le mettre parce que c'est un biais, c'est bien de l'exposer. Oui, effectivement. Non, mais les deux approches se défendent, mais ça permet quand même, si c'est pris en compte, de savoir ce qui nous attend. Oui, tout à fait. Donc, on l'entend aussi. Mais c'est difficile comme débat, je trouve. Oui, bah c'est pour ça qu'on essaye de discuter avec beaucoup de gens et on n'est pas figé. Pareil, quand on a commencé, c'était pas encore interdit d'utiliser le nom des magistrats. Maintenant, on peut pas, mais nous, dès le début, on l'a pas fait. Parce que ce qu'on voit, en fait, quand j'ai fait des petites expériences au début où je mettais le nom des magistrats, on n'a jamais imaginé le mettre dans l'application. Mais on voulait voir ce qui se passait quand même. Ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas de sens de mettre le nom d'un magistrat parce que nous, ce qu'on voit dans nos modèles, c'est que le magistrat X, le lundi matin, il peut avoir plus de similarité avec les décisions du magistrat Y le vendredi qu'avec ses propres décisions le vendredi. Donc c'est pas comme si on avait un magistrat, un type de raisonnement, c'est plutôt, il y a un type de raisonnement qui est tel magistrat dans telle situation et tel autre magistrat dans telle autre situation. C'est trop aléatoire. Voilà, c'est plus compliqué que ce qu'on croit. C'est comme si on utilisait le nom des avocats aussi. Il y a des légalités qui notent un peu les avocats sur leur taux de succès. Ça n'a juste pas de sens. Moi, j'ai un ami qui est avocat. Lui, sa spécialité, c'est de défendre des sociétés qui, de toute façon, vont être condamnées. Mais au lieu d'être condamné à 10 millions, grâce à lui, il va être condamné qu'à 1 million. Donc, il perd tous ses cas, mais il reçoit plein de caisses de champagne parce qu'il leur fait gagner beaucoup d'argent. Oui, effectivement. Et il perd tous ses cas. C'est sûr que là, du coup, si on regardait juste s'il a gagné ou perdu, voilà, il perd presque tout le temps. Alors en fait, non, c'est juste que en fonction des cas, on part avec plus ou moins d'avantages. Voilà. Alors on peut redresser tout ça, mais c'est assez compliqué. Donc c'est pareil pour les magistrats. Dans certains bassins ou certaines cours d'appel, la typologie des gens est différente et donc forcément ils vont prendre des décisions différentes. Mais c'est juste que les dossiers qui arrivent sont différents.
Après, il y a aussi des disparités entre les magistrats, Oui. je dis pas le contraire, mais C'est ce qui était mis en avant justement dans les côtés critiques de pas pouvoir utiliser le nom des magistrats. C'était de dire, finalement, si on les prenait en compte, est-ce que ça permettrait pas de rétablir une certaine égalité? sur le principe, c'est bien, mais en pratique, finalement, je pense qu'il y aura plus d'effets dommageables que le contraire, parce que, voilà, les magistrats n'ont pas forcément la même typologie de dossier devant eux, donc forcément, ils sont amenés à pas prendre les mêmes décisions, et je crois que l'effet pervers, ce serait que du coup, s'ils se savent mesurer comme ça, ils vont tendance à être plus prudents, à se protéger, et à pas prendre les bonnes décisions. Oui, ça c'est peut ce que je crois. influencer. Voilà. Bon, donc après, c'est vrai qu'on commande à des besoins, on fait aussi des statistiques, et on sait par exemple qu'à la Cour d'appel de Lyon, ils donnent des montants systématiquement sensiblement plus faibles qu'à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le préjudice corporel. Donc après, on peut s'interroger, est-ce que c'est les magistrats? Voilà, après, est-ce qu'un bon magistrat, c'est celui qui prend la bonne décision, ou j'ai entendu une définition d'un magistrat, c'est celui qui a peu de taux d'appel. Donc voilà, c'est très compliqué de mesurer ces choses-là, il faut vraiment regarder de près. Et sur la question du profilage, aux États-Unis, c'est autorisé, non? Oui. Et est-ce qu'il y a des études qui ont été menées, des retours là-dessus qui montrent justement l'incidence? Ah il y a des effets pervers pas possibles. Il y a certaines juridictions où les gens savent que les juges vont être plus favorables. Et du coup, ça devient vraiment un business. Donc les juges, qui sont des juges élus d'ailleurs dans telle juridiction, ils vont faire encore plus de ça parce que ça leur apporte de plus en plus de dossiers et du coup de plus en plus d'affaires. Voilà, c'est un cercle vicieux en fait. Donc la bataille après, c'est parce qu'en France on peut pas choisir sa juridiction, mais là-bas on peut. Et donc il y a des legal tech en fait effectivement qui disent voilà, avec votre dossier il faut prendre tel cabinet d'avocat et aller dans telle juridiction, c'est comme ça que vous maximisez. Mais du coup c'est autoréalisateur. Donc ça c'est ma spécialité en mathématiques, c'est étudier des phénomènes où il y a une toute petite inégalité au début qui s'accentue, qui s'auto-alimente en fait. On a tout le temps ça dans la vie, aussi bien dans la nature que dans les systèmes humains. Donc des fois c'est bien, mais la plupart du temps il faut le contrôler, surtout c'est humain. Et si on fait juste justement des statistiques, ça a toujours tendance à s'amplifier, et après c'est des situations totalement incontrôlables. Il doit y avoir du coup des juridictions beaucoup plus engorgées que d'autres, parce que si tout le monde peut aller dans telle juridiction, s'ils sont beaucoup plus favorables, et que les autres sont complètement laissés pour compte. En tout cas le système est tellement différent là-bas. Oui, de toute façon. Et donc une fois que vous avez identifié ces critères. Alors donc les critères, comme j'ai dit, c'est vraiment le cœur du travail, et c'est entre 30 et 150 critères suivant les domaines. Les licenciements scolaires RCE, c'est assez simple, on a une trentaine de critères. Préjudice corporel, on en a 150, les ententes, on en a 60, etc. Et est-ce qu'il y a une limite en termes de prise en compte des critères? Est-ce que s'il y en a trop, ça peut pas marcher? Oui, en vrai, 150, c'est quand même un peu le maximum, on peine un petit peu. Après, je dis 150 critères, c'est quand, vous savez, pour les préjudices corporels, il y a une nomenclature des préjudices, la nomenclature d'un TIAC, donc ça, c'est si on compte tous les postes de préjudice. C'est rare que dans un dossier, il y ait tous les postes de préjudice. En général, il y en a 3, 5, 10, mais il n'y en a pas 30. Sur un dossier donné, on n'a jamais 150 critères qui sont remplis, on a plutôt 80. Et est-ce que dans votre travail de questionnement des magistrats et avocats sur les critères, c'est uniquement quels sont les critères pris en compte, ou c'est aussi la pondération, l'importance de ces critères dans la prise de décision? Très bonne question. Alors ça, non, par contre, ça c'est la machine qui va s'en occuper. Parce que c'est assez difficile pour les magistrats ou même pour l'avocat d'exprimer cette pondération de façon précise. Et en plus là, on a énormément de variations. Voilà. D'ailleurs, c'est une des forces de modèle, c'est que c'est vraiment la manière dont on calcule ces pondérations qui fait qu'on peut refléter la diversité des jugements. En fait, à un moment, un magistrat va prendre telle décision et un autre telle autre parce qu'ils ont pondéré les critères différemment. Donc si on se fixait sur les pondérations d'un magistrat, on reflèterait ce que fait ce magistrat. Et donc en fait, tout le sel, c'est de tenir compte de ça et de plein d'autres effets, par exemple. Si on vous présente les arguments dans un certain ordre ou dans un certain autre, vous n'allez pas forcément prendre la même décision, même pour les magistrats. Et aussi, si on les présente petit à petit ou en groupe, ça change aussi beaucoup. Il y a des expériences vraiment intéressantes dessus. Donc, nos modèles tiennent compte de ça. Et comment la machine peut arriver à justement comprendre quel est le rôle de chaque critère et sa pondération dans la prise de décision finale, si même les magistrats eux-mêmes ont du mal à le quantifier? Alors je vais pas tout expliquer pour deux raisons. D'abord parce qu'à un moment ça devient forcément un peu technique, donc c'est explicable, mais il faut faire un petit dessin. Et aussi parce qu'on a un petit peu des secrets, bien sûr, je veux pas tout raconter. Mais disons que l'approche que j'ai développée dans toute ma carrière, c'est que j'observe des phénomènes de l'extérieur à partir de signaux. Ça veut dire, quand je faisais de la finance par exemple, je m'intéressais pas à dire pourquoi, c'est la même question que celle que vous posez, pourquoi tel acteur à un moment il achète telle action. Ça c'est trop compliqué, je m'en fiche. Moi je regarde, est-ce que le cours de cette action monte ou descend. Donc je regarde un signal. En droit, on peut faire pareil. Et alors, c'est exactement le cœur du courant du réalisme juridique, de dire que finalement le droit, c'est ce qu'on observe dans les décisions des juges. D'un côté, il y a les textes de loi, la doctrine et tout. Donc effectivement, les magistrats en ont besoin, les avocats. Et si je veux étudier le droit, je peux aussi oublier tout ça. Je sais même pas qu'il y a une loi. J'observe les décisions des juges. Ça, c'est mon signal. Et ma tâche, c'est de reconstruire ce signal. Et ça a l'air un peu brutal, mais en fait, c'est comme ça qu'on a découvert le Big Bang et l'origine de l'univers. On observe des signaux et on essaie de comprendre quel est le mécanisme qui aboutit à ces signaux. Donc,
Si on a suffisamment de signaux, c'est une approche qui marche pas toujours, mais qui fonctionne quand même assez souvent. Et comment on identifie ces signaux en droit, justement? Alors, donc voilà. Donc la deuxième phase, c'est la phase des signaux. Donc on va analyser un maximum de jurisprudence. Là, on est à peu près exhaustif en ce qui concerne les arrêts d'appel dans chaque domaine. Alors, enfin, on se compare favorablement à toutes les bases. Donc disons pour simplifier qu'on a 1000 arrêts d'appel sur un domaine, qui sont à peu près tous les arrêts qui ont été rendus. Dans une période de temps, on peut pas remonter trop en arrière parce que soit il y a des évolutions, des revirements de jurisprudence, des nouvelles lois, ou le domaine a trop évolué. Donc on remonte typiquement entre 5 et 15 ans. Donc ce qu'on va faire, c'est constituer une base de données où on va simplement analyser chaque décision, une par une, à la lumière des critères. Donc ça veut dire noter les valeurs de tous les critères. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que la machine, vous avez rentré tous les critères et vous demandez à la machine d'analyser les décisions à la lumière des critères que vous avez identifiés en amont. Alors, essentiellement, mais en fait ça marche pas. C'est aussi quelque chose qui nous différencie vraiment des autres legal tech, c'est que, à l'heure actuelle, dans l'état de la technologie du NLP, de traitement de la langue naturelle, aucune machine n'est capable de lire une décision et d'extraire, par exemple, sur une prestation compensatoire, est-ce que l'épouse ou l'époux a fait des sacrifices importants? Parce que c'est pas marqué comme ça, c'est marqué, l'épouse a arrêté de travailler pour élever ses enfants, ou l'époux a arrêté de travailler parce que son épouse a eu un poste au Japon. Pour la machine, c'est un peu compliqué encore. Ou bien, si c'est une rupture brutale, c'est même pas marqué dans la décision que la conjoncture est difficile. En général, il faut aller voir que c'était en 2017, dans le domaine des télécommunications, et que à cette époque-là, voilà. Donc, ça veut dire que nous, on a un processus où la machine va extraire ce qu'elle peut. Il y a des choses qui sont très faciles à extraire, tout ce qui est montant, lieu, etc. Et après, on a un humain qui va lire la décision et qui va remplir les trous. Alors, c'est peut-être un peu trompeur de dire que c'est un humain parce que c'est un étudiant en droit. Donc, ça dépend. Il y a des gens qui pensent que ces gens-là sont des humains. Quand même. J'ai pas d'avis, mais voilà. Donc, en tout cas, on a une entité qui lit la décision et qui remplit les trous. Et ensuite, une fois que les trous sont remplis, là, ça aide la machine et elle va revérifier que cet étudiant n'a pas fait d'erreur. Et donc, on a une troisième couche. Et comment elle revérifie justement qu'il n'y a pas d'erreur? Parce que c'est vraiment plus difficile de dire à la machine lis et dis-moi s'il y a un sacrifice que de dire je pense que dans cette décision il y a un sacrifice faible ou fort, est-ce que tu peux me dire si tu es d'accord avec ça? C'est beaucoup plus facile en fait de vérifier que de trouver. Okay. Voilà. Et puis ensuite on a une quatrième couche où un juriste senior chez nous, donc là un véritable humain, va refaire une vérification. Donc les décisions sont vues 4 fois, 2 fois par une machine, 2 fois par des humains. Et alors on peut le faire parce que sur un module, on a typiquement entre 1000 et 10 000 décisions, donc c'est humainement faisable, on va dire, mais on a des bases de données qui sont d'extrêmement bonne qualité. En fait, si vous utilisez n'importe quelle base de données juridique sur le marché à l'heure actuelle, moi j'en ai essayé 5 ou 6, pour rentrer des mots-clés un peu précis, on va dire, vous allez avoir entre 5 et 10% de décisions qui parlent même pas de votre sujet. Donc ça soulève un petit doute sur les statistiques après qui sont calculées, parce qu'elles sont des fois calculées sur des choses qui n'ont pas de pertinence. Nous, on a forcément des erreurs parce que voilà, par exemple, sur un domaine où on a 10 000 décisions et 100 critères, ça fait 1 million de valeurs, il y a forcément des fautes. Mais dans les tests qu'on fait, on teste la fiabilité, on a entre 2 et 3% d'erreurs dans nos bases de données. Mais du coup, là, ce qui est vérifié, c'est la présence des critères dans cette décision, ou c'est aussi l'importance qu'a eu tel critère par rapport à un autre? Ah non, c'est juste la présence et la valeur des critères. Un cas typique, c'est sur une ancienneté dans un licenciement. Souvent, le salarié va dire, moi j'ai 13 ans d'ancienneté, mais le bonheur va dire, non, en fait, vous avez 11 ans parce que les 2 premières années, je les compte pas pour telle et telle raison. Et en général, le magistrat, à la fin, il va pas dire, je retiens 11 ou 13 ans. Il va employer une périphrase et la machine, elle se trompe. Elle arrive pas à comprendre. Et donc là, justement, comme c'est un juriste qui dit, eh ben, il va mettre la bonne valeur. Et c'est vrai que ça peut changer beaucoup, en fait. Donc c'est juste vérifier que les valeurs des critères sont bonnes. Et donc, ce que vous entendez par valeur des critères? C'est-à-dire que ici, par exemple, le magistrat a retenu 11 ans. Et il a dit, en fait, le vrai chiffre, c'est 11 ans, c'est ce qu'a dit l'entreprise, ou alors c'est 13 ans. D'accord, ok. Voilà. Et donc c'est crucial parce que souvent c'est les points de discussion. Voilà. Et donc ça arrive dans plein de domaines. Donc ça, on va dire que c'est une phase où il y a l'intelligence juridique qui est humaine et machine, parce que la machine analyse quand même les décisions par traitement naturel. Et il y a aussi une intelligence juridique où c'est des juristes qui lisent la décision pour vérifier et remplir les critères comme il faut. Donc on a avec ça une base de données. Et ensuite, c'est vraiment assez simple. Dans la troisième phase, là, il y a que de l'intelligence artificielle. En gros, j'ai donc, mettons 1000 lignes. Sur chaque ligne, j'ai 100 critères et j'ai une décision. Je demande à la machine de trouver quelle est la formule mathématique qui, quand je rentre ces 100 valeurs, je trouve cette décision. Quand je rentre les 100 valeurs de la deuxième ligne, je trouve la décision, etc., etc. Donc c'est vraiment la même intelligence artificielle qui joue au Go ou au poker. Donc comment on a battu les humains au Go? On a donné à la machine les règles du jeu, donc c'est nos critères. On lui a montré un grand nombre de parties, c'est la base de données qu'on a analysée. On lui a dit apprends à jouer. Donc là, on donne à la machine les critères, les parties, c'est les décisions. On lui dit, trouve quelles sont les formules que tu peux trouver pour arriver à ces décisions. Donc ça, c'est
pas très difficile à expliquer, mais essentiellement, c'est surtout une approche qu'on appelle en anglais brute force. Ça veut dire que, en gros, on essaie toutes les formules possibles. La machine, elle chauffe pendant 2 semaines et elle trouve la formule qui marche bien. D'accord, donc il y a plein d'algorithmes différents qui sont testés. C'est un peu plus intelligent que ça quand même, mais finalement pas tellement. Et donc, la machine qui joue au Go, après, au moment où elle joue, elle se rappelle pas les anciennes parties. Elle a appris une stratégie et elle joue comme un joueur humain. Tout ça, c'est emmagasiné dans son esprit, comme celle d'humain, et il a une stratégie. Donc nous, nos machines, quand on va leur présenter un nouveau dossier, elles appliquent leur formule. Donc en fait, elles ont appris à penser, enfin à raisonner comme un juge. Alors, elles ont appris à articuler un raisonnement qui fait que le résultat est le même que si ça avait été un vrai juge. Par contre, est-ce que leur raisonnement à eux est le même ? Ça, je peux pas m'avancer. Mais même ça, c'est assez facile à faire. Donc ça, on va dire qu'une personne qui a un bon niveau d'intelligence artificielle peut le faire en un an. Ce qui est vraiment plus compliqué, où là, on a une expertise unique, c'est que, c'est ce qu'on a dit au début, on peut pas prédire. Et si on faisait ça, on prédirait. Parce qu'on dirait, avec ce dossier, voilà la décision. On sait très bien qu'avec ce dossier, vous retournez au même tribunal la semaine prochaine, vous n'aurez pas la même décision. Dans 6 mois encore moins. Peut-être la même, mais voilà. Donc il faut dire qu'avec ce dossier-là, j'ai pas une décision possible, mais j'en aurais peut-être 50 autres possibles. Alors, ce serait facile si, dans ma base de données, j'avais 50 lignes qui sont les mêmes avec 50 décisions. En général, comme je l'ai dit, avec 100 critères, pour une ligne, j'ai aucune autre ligne qui est pareille. Donc, il faut que j'imagine quelles seraient les autres décisions alors que je les ai pas. Ça, c'est compliqué. Et ça, c'est le résultat d'à peu près 10 ans de recherche à l'INRIA. C'est vraiment le cœur de notre expertise. Et donc, comment on vérifie que cette formule, elle est juste ? Très bonne question. Alors, on fait ce que font tous les chercheurs en intelligence artificielle. Admettons que j'ai par exemple 1500 dossiers dans ma base. Pour apprendre, je vais en choisir 1000 au hasard. Je vais apprendre. Il y en a 500 que la machine n'a pas vu, et je leur demande ce qu'elle fait, et je compare aux vraies décisions. Je la teste sur des choses qu'elle n'a jamais vues, évidemment. Alors ça marche pas à tous les coups, évidemment. Donc nous, dans Question Éthique, c'est à chaque fois que vous rentrez un dossier, la machine va vous donner une réponse avec une petite pastille en disant la fiabilité de ce résultat, c'est 83%, 67%, 92%. Donc elle s'auto-évalue, et si c'est par exemple 95%, il y a quand même 5% de chance que la machine soit trompée, et des fois c'est 67%. Donc on prévient, attention, il y a une chance sur 3 que ce qu'on vous dise est faux. Voilà. Et on sait pas faire mieux, mais on le dit clairement. Et je reviens juste sur le panel du coup de décisions qui pourraient être rendues que vous présentez. Est-ce que c'est toujours le même nombre de décisions ou est-ce que c'est variable ? J'ai lu qu'il y en avait 100, mais est-ce que c'est toujours 100 ? Et pourquoi 100 ? Alors en vrai c'est 1000, mais on fait comme si c'était 100. Donc moi ça veut dire que quand j'apprends à ma machine, je lui apprends 1000 manières de raisonner. Donc c'est assez facile à expliquer, hein. Ça par exemple, on a parlé tout à l'heure des variations en fonction de comment on présente les éléments. La machine en fait va comprendre des choses, donc c'est là qu'on voit que ça marche bien, c'est si elle arrive à comprendre des choses qu'on lui a pas dit, mais qu'elle arrive à retrouver et que les juristes nous disent oui c'est vrai. Donc par exemple, des modes de raisonnement des magistrats qu'on lui a pas dit, on le voit dans certains domaines, c'est une sorte d'effet de seuil. Donc déjà c'est intéressant qu'il y ait un seuil. Et puis deuxièmement, ce seuil, il dépend évidemment des autres paramètres. Et la machine le voit, on lui a jamais dit mais elle l'a vu. Le premier effet qu'on avait vu, c'est un effet que j'ai appelé sourire d'indemnisation, parce qu'il y a le même en finance, ça s'appelle le sourire de volatilité. Si on demande trop ou qu'on propose pas assez, on est puni dans quelque sorte. Voilà, et la machine le voit bien, et les magistrats aussi, une bonne partie d'entre eux, on va dire les 2/3, nous disent si une des parties a une demande, une proposition déraisonnable, ça va fausser les choses, il vaut mieux être raisonnable. Et ça, c'est un usage vraiment important aussi de question, c'est qu'est-ce qui est raisonnable de demander ou de proposer. Si on leur dit, voilà, vous avez intérêt à demander ça, bah tout de suite, on discute sur des bonnes bases. C'est vachement intéressant. C'est des données qui sont très utiles. Complètement, ouais. Voilà, donc c'est un peu ça les 1000 décisions, c'est 1000 manières de raisonner. Et après, je crois que votre question c'est plutôt que on a pris 1000 formules, mais il n'arrive jamais que les 1000 donnent des résultats différents, évidemment. Donc après, ce que voit l'utilisateur, il va peut-être voir que 4 décisions différentes, mais c'est parce que c'est 4 paquets. Donc ce qu'on va présenter, c'est que il y a 2 résultats. Le premier, c'est de dire si vous allez 100 fois à la cour d'appel de Rennes avec ce dossier, 87 fois vous obtiendrez gain de cause et 13 fois c'est l'autre partie qui gagne. Si vous êtes le demandeur, par exemple, vous avez demandé une indemnité, dans les 87 fois vous obtiendrez une indemnité, alors il y a 37 fois où vous obtiendriez 15 000 €, 42 fois vous obtiendriez, voilà. Et donc finalement, on peut avoir que 4 résultats différents, mais pour chacun, c'est un paquet qui fait qu'à la fin, j'ai eu 100 décisions. D'accord. C'était ça votre question? Ça. Ouais. Elles sont jamais toutes différentes. Ça, j'ai pas d'exemple. Oui. Non, mais c'était ça ma question, parce qu'en fait, je me disais, mais finalement, s'il y a 100 décisions différentes, comment on fait pour savoir vers où on va, quoi? Parce que finalement, on se retrouve perdu. Ouais. Non, alors, heureusement, il y en a jamais 100. Il y a quand même des foyers de magistrats qui décident la même chose. Mais ça laisse quand même une diversité. Donc, effectivement, la question, mais c'est la question d'usage, c'est à quoi ça sert. Il y a plusieurs cas d'usage, mais nos clients, c'est soit des avocats, des directions juridiques ou des assureurs. Donc, dans le cas des assureurs, des directions juridiques, par exemple, eux, ce qu'ils veulent, c'est provisionner un risque. Donc, on a des clients en direction juridique qui disent oui, moi, je sais que dans ce dossier, je vais être condamné, c'est sûr. Combien il faut que je provisionne? Donc, on leur dit, on sait pas, c'est aléatoire. Mais on peut vous dire que si vous nous donnez un niveau de risque,
Nous, on va vous dire quel est le montant. Donc, par exemple, si j'ai un assureur ou un directeur juridique qui est très averse au risque, on va lui dire, vous allez poser notre risque mettant à 90%, et la machine va vous dire, voilà, que dans 90% des cas, vous serez pas condamné à payer plus que 32 000 Oui, euros. donc là, on prend la valeur maximale. Voilà, à 90%. Oui. Alors, si jamais à 100%, on peut pas dire 100% parce que le montant à 100%, il est pas infini, c'est la demande. Et puis aussi, il reste toujours encore un aléa irréductible. En tout cas, pour revenir aux usages, on a parlé de direction juridique qui s'assure. Pour un avocat, assez souvent, un usage qu'on a, c'est que les avocats nous disent, moi j'ai quelqu'un qui vient me voir pour demander une prestation ou un licenciement, il a des prétentions hallucinantes, et on lui montre, et sinon on lui dit, ouais, ça n'arrive pas, c'est pas possible ce que vous demandez, c'est dans les séries américaines, mais en France, ça n'arrive pas, ces montants-là. Donc ça les calme un petit peu. Et puis après, ça permet de dire, bon, le montant le plus probable, mettons, c'est 32 000 euros ou 150 000 euros pour une prestation compensatoire. Mais moi, dans mon dossier, j'ai certains éléments qui me poussent à penser que ça va être plus parce que il y a eu plus de sacrifices, ou alors la machine n'a pas pris en compte telle chose, etc. Parce que même si on a 50 critères, il y a des critères qu'on n'a pas, qui sont spécifiques à chaque dossier. Et donc, ils vont dire à leurs clients, on peut espérer tant, il y a une chance sur deux que ce soit plus que tant, mais moi, je me fais fort de vous obtenir plus parce que je vais défendre ça et ça. Donc, ça cadre un peu les choses. Et puis, on a des avocats, par exemple, qui s'en servent pour justifier des scénarios de résultats. Et puis après, un autre avantage de faire de l'intelligence artificielle ou une modélisation par rapport à des stats, c'est que quand vous faites des stats, on peut dire, le montant moyen, c'est ça. Mais pourquoi? Nous, on a une formule. Donc, on peut dire à la machine, dans ta formule, explique-moi pourquoi c'est ça la décision. Donc, en fait, la formule, elle fait 4 pages, donc on peut pas le montrer. Mais par contre, on peut regarder chaque critère du dossier et quel a été son impact. Ça veut dire, en gros, si j'avais pas ce critère dans ce dossier, comment la décision aurait changé. Du coup, pour voir, vous enlevez un critère. Essentiellement, c'est ce qu'on ferait. On peut pas le faire parce que ça serait trop gourmand en calcul, mais ça revient à ça. Et donc, on va dire, finalement, dans votre dossier, le critère qui a le plus pesé, c'est le fait que les produits étaient visiblement similaires en contrefaçon de marque, et ça a pesé en faveur d'une condamnation avec un impact de 60%. Et donc, on va ordonner tous les critères comme ça, et dans l'application, on montre les 4 ou 6 critères les plus impactants par ordre décroissant, et pour chacun, est-ce qu'il a impacté en faveur de la condamnation, ou au contraire en faveur du défendeur, et puis comment il a impacté les dommages et intérêts ou les indemnités, en disant, voilà, ce facteur-là, ça a poussé les magistrats à donner plus ou moins, et avec quelle puissance. Ouais, donc ça permet de savoir sur quels critères jouer davantage que sur Ouais, ça permet un peu de... Voilà, un cas typique, c'est... il y a une relation commerciale et donc l'auteur veut rompre la relation, donc il rentre son dossier, il voit qu'il a 85% de chances d'être condamné par la Cour d'appel de Paris. Mais dans ce dossier, il dit qu'il a proposé un préavis de 4 mois par exemple, parce que c'est ce qu'il y avait dans le contrat. Et donc il se dit, en fait, au lieu de proposer 4 mois, qu'est-ce qui se passerait si je proposais 6 mois par exemple? Parce que forcément j'aurais moins de chances d'être condamné, mais est-ce que ça joue beaucoup ou pas? Donc on regarde ce qu'on appelle les motivations, on voit qu'effectivement la durée des préavis donnés, c'est par exemple le critère le plus important. Il va dire, je fais une nouvelle simulation avec 6 mois, et il voit que son taux peut-être descend à 40% de condamnation. Après, c'est à lui de décider, c'est pas la machine, c'est l'avocat, mais c'est un outil qu'on peut utiliser vraiment très très en amont d'une phase contentieuse, parce que au moment où on va écrire le contrat, si on met une clause de non-concurrence, on peut demander à la machine en disant, admettons que j'ai un problème avec cette clause et que je dois aller au tribunal, je vais rentrer les critères de cette clause dans la machine, et la machine va me dire, est-ce que cette clause risque d'être considérée comme non valide par des magistrats ou pas. Donc on a des critères comme la rémunération de la clause qui est plus important, l'étendue géographique, temporelle, etc. Donc il y a une vingtaine de critères juste sur cet aspect, et la machine va vous dire oui, cette clause est valide ou pas, et donc au moment de la rédaction du contrat, on peut déjà utiliser Case-Law. Donc c'est vraiment très en amont. Ah, ça c'est intéressant aussi. Oui, c'est un usage auquel on n'avait pas pensé, que ça rejoint. Oui, donc on peut faire en fait des simulations en changeant les variables. Exactement. En fait, les modèles mathématiques, ça sert à ça. C'est les mêmes modèles que les épidémiologistes utilisent en ce moment avec le coronavirus. On fait un modèle et après on fait varier des paramètres pour voir quelle est la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut déconfiner maintenant? Voilà. Et donc là, c'est pareil, on fait des expériences juridiques ou judiciaires, je sais pas ce qu'il faut dire. Ou alors qu'est-ce qui se passe si je romps ma relation par une notification ou plutôt par une baisse des commandes, ou qu'est-ce qui se passe si dans une entente je demande une expertise fondée sur la différence avec un marché non affecté ou un modèle économique, etc. J'essaie plusieurs choses et je vois ce qui m'est le plus favorable et après je prends cette stratégie. C'est vraiment un outil de simulation. En fait, Antoine Guirapan, il appelle ce qu'on fait de la justice simulative. On fait des expériences. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage pour un avocat à utiliser votre outil? Alors pour un avocat, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées au service au client. Donc il y a déjà cet aspect de cadrer un peu son client. Après il y a donner aussi une image innovante. Dans les domaines qu'on a, évidemment, je l'ai pas dit, mais on peut rechercher dans une base de données jurisprudentielle et donc de façon très rapide et assez fiable. Donc c'est aussi un gain de temps pour trouver les dossiers. L'application permet aussi d'éditer un rapport avec tous les graphes et tous les éléments de question analytics, donc par exemple l'impact de chaque critère. Et donc les avocats s'aperçoivent que finalement question analytics, c'est pas un objet coûteux, mais c'est finalement un outil de profit parce que c'est quelque chose qu'ils mettent dans leur convention d'honoraires en disant j'utilise tel outil et il vous sera facturé tant. Et compte tenu du prix de l'abonnement, en fait au deuxième dossier, ils commencent à gagner de l'argent avec Case-Law. Ça permet de rentabiliser aussi son investissement. Ouais, tout à fait. Et très rapidement, en fait. Après, avec la crise du coronavirus, comme les tribunaux étaient essentiellement à l'arrêt, ça a effectivement quand même un peu développé des modèles alternatifs.
Et donc on a eu 2 fois un cas assez intéressant où une avocate est venue nous voir, nous a dit en fait je voudrais utiliser votre outil parce que je sais que ma consoeur qui défend l'autre partie utilise Caselaw et je voudrais être à armes égales avec elle. Donc c'est aussi un outil qui permet d'avoir une information que tout le monde doit avoir. Et ça c'est vraiment très important pour nous. Par exemple dans tous nos contentieux, on fait très attention que ça ne mette pas un avantage sur une des deux parties. Parce que des fois elles ne sont pas du tout au même niveau d'armes. Par exemple en préjudice corporel, d'un côté on a l'assureur, de l'autre côté la victime. Donc on le voit par exemple dans notre tarification. N'importe qui peut se payer l'outil de préjudice corporel. On a une tarification adaptée. Vous différenciez la tarification. Ouais. Ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. Est-ce que ça crée pas une justice à deux vitesses et une égalité des armes? Ouais. Nous, notre premier client avocat, c'était un avocat tout seul dans une petite ville de province. Et un mois après, on a eu un des plus gros cabinets parisiens en droit social. Voilà, donc la tarification est adaptée. Et après, pour les avocats, un de nos plus gros clients, c'est Avocap, une structure d'exercice. Et du coup, chaque avocat d'Avocap, il a question éthique pour un montant vraiment très faible, parce que on s'adresse à un groupe de gens. Et est-ce que votre outil est utilisé par des magistrats? Alors, on a pas mal de relations avec les magistrats, d'abord parce que on participe à la formation continue des magistrats, et donc on a une matinée où on explique devant 30 magistrats ce qu'on fait, et on leur montre. Et c'est vraiment crucial, puisque finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on reflète ce que font les magistrats, et du coup, c'est important qu'ils nous disent collectivement si ça colle ou pas. Alors, il y a toujours évidemment des craintes au début, mais en fait, ils comprennent assez vite, surtout quand on fait une démo, que oui, ça peut pas du tout les remplacer, et ça peut pas trop non plus, même si ça l'a un tout petit peu, avoir cet effet performatif dont on n'a pas parlé, mais qui est une autre manière de parler de justice prédictive, que si on dit voilà le montant, les juges qui font pas pareil, du coup, voilà. Et nous, ce qu'on explique, c'est que, comme justement, on n'a pas de règle de droit et qu'on reflète ce qu'ils font, si tout le monde dit, en fait, avant, c'est ça qu'on fait, mais c'est pas ça qu'on devrait faire, c'est plutôt un outil qui va exposer les biais, et on espère qu'il va permettre de les corriger. Souvent on dit l'intelligence artificielle a des biais, en fait c'est pas vrai, l'intelligence artificielle la plupart du temps elle reflète les biais humains et du coup on les expose et peut-être qu'on peut les corriger. Ou alors ça peut être des avocats aussi qui disent dans ce type de dossier on ne devrait pas avoir ça, donc moi je vais me battre pour faire évoluer la jurisprudence. Ça peut être effectivement un moyen d'attaquer sur ces points-là parce qu'on a identifié. Voilà, exactement. Donc les magistrats sont pas des clients parce qu'on n'a pas de relation commerciale avec eux, mais par contre il y a un certain nombre de magistrats qui nous demandent après les formations est-ce qu'on peut avoir un accès à votre outil. Et donc, il y en a qui l'utilisent et qui nous font des retours sur ce qui marche pas. Donc, en fait, finalement, vous les consultez à la fois en amont et puis... oui, voilà. Mais ça reste quand même assez mineur. On peut pas dire qu'on a des centaines d'utilisateurs. Et du coup, si on reprend le parcours utilisateur, si j'utilise votre plateforme, la première étape, ça va être que je vais remplir un formulaire qui correspond en fait aux différents critères que vous avez identifiés pour ce domaine en particulier. Alors, en général, c'est séparé en plusieurs pages. Par exemple, la juridiction. Sur une page sur de quoi on parle. Donc, si c'est une prestation compensatoire, la durée du mariage. Si c'est une rupture brutale, la durée de la relation, qu'est-ce qui la caractérise. Et puis après, on a une page qui décrit chaque partie. Voilà. Donc, vous remplissez votre formulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez différent de la plupart des legal tech où c'est pas des champs libres où on tape ce qu'on veut et voilà. Là, on remplit vraiment un formulaire précis. On remplit nos 40 critères ou nos 80 critères. La plupart sont pas obligatoires parce que sinon ça peut être assez long. La machine peut travailler même si elle a pas toutes ces informations. Plus on en met, mieux c'est, évidemment. C'est plus fiable. Voilà, donc on remplit ça, mais ça prend typiquement 2 minutes, on va dire. On clique sur un bouton, et là par contre c'est à peu près instantané, c'est quelques secondes. La machine vous présente tout de suite le pourcentage de magistrats qui vont vous condamner, et en cas de condamnation, la distribution des montants. Et puis dans une autre page, ces fameux impacts de chaque critère. Ensuite la jurisprudence associée, on vous affiche directement les 10 ou 100 dossiers les plus proches du vôtre, dans la vraie jurisprudence, et puis la possibilité de créer ce rapport. Sur le pourcentage, c'est juste un pourcentage, on vous dit 87% de magistrats, et après c'est présenté sous la forme d'un histogramme. On va dire, premier bâton, 23% de juges donnent 17 000 euros, 42% de juges donnent tant, etc. Voilà. Ça, après, c'est sur les chiffres. Ça, c'est sur les chiffres. Et après, sur l'impact, on a un graphe dont on est très fier, mais qui est un peu compliqué à lire. On va avoir la liste des 5 critères, mettons, les plus importants. Et pour chacun, on a dessiné, alors on peut pas dessiner 100 juges parce que c'est trop, donc on dessine les 30 juges les plus typiques. On dit pour chacun, il a influencé ce juge-là, ce juge-là, ce juge-là, ce juge-là. Et donc, pour chaque critère, combien de juges il a influencé et dans quel sens. Et puis, vous pouvez aussi vous mettre sur chaque juge dire ce juge-là, il a été influencé ça par ça, et vous voyez les juges qui sont classés par ordre de je donne de plus en plus, ou alors je condamne pas. Donc vous pouvez interroger un juge en disant ça c'est un juge qui a pas condamné, qu'est-ce qu'il a regardé, ça c'est un juge qui a condamné, qu'est-ce qu'il a regardé, ça c'est un juge qui a beaucoup donné, pourquoi, ça c'est un juge qui a pas beaucoup donné, pourquoi. Et après, en dessous, le parti c'est la jurisprudence qui a été analysée, voilà. Qu'on peut regarder directement. Voilà, c'est ça. La partie jurisprudence, vous allez avoir un graphe aussi. Je le dis jamais, mais tout ce qui est sous forme de graphe, c'est aussi sous forme de texte en dessous. Par exemple, dans les rapports, les gens peuvent décider d'avoir que le texte ou que les graphes ou les deux. Pour la jurisprudence, vous allez avoir un petit disque qui correspond à chaque décision, qui va être positionné en fonction de l'année, et dans un graphe où il est plus haut s'il ressemble plus à votre dossier, et plus bas s'il ressemble moins. Et la taille du disque, ça vous dit le montant de la condamnation, des indemnités. Donc quand c'est tout petit, il n'y a pas de condamnation, quand c'est gros, c'est gros. Donc vous voyez tout de suite ceux qui vous sont favorables,
Vous pouvez cliquer dessus et via notre partenariat avec Dalloz, vous cliquez et si la décision est sur la base Dalloz, vous y accédez, elle s'affiche sur votre écran. Et justement, ce partenariat avec Dalloz, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors on est vraiment très très honorés d'avoir un partenariat avec cette maison qui est très emblématique évidemment pour les juristes et on est vraiment ravis d'avoir travaillé avec eux parce que je pense que c'est l'acteur qui nous correspond le plus. En fait, ça a démarré par un concours qui était organisé par le groupe Lefebvre Sarrut, dont on a été un des 4 lauréats, et donc après ils ont fait des actions avec chacune des 4. Et donc nous, ça a pris la forme d'un partenariat assez étroit avec Dalloz, et on espère bientôt avec d'autres entités du groupe. Donc, dans le sens de la question éthique vers Dalloz, c'est en premier lieu l'accès à la jurisprudence si elle est sur les bases Dalloz pour nos clients, ce qui est comme une addition vraiment importante. Dans l'autre sens, les clients Dalloz ont un accès à tarif réduit à Question Analytics, et donc ça leur permet d'avoir un outil supplémentaire, et c'est assez intégré. Et là, on va développer des nouveaux modules avec Dalloz, avec les spécialistes chez eux qu'on n'a pas. Et donc, je pense que pour nous, c'est vraiment une étape majeure dans le développement de Question Analytics. Félicitations en tout cas. Et comment vous choisissez les domaines dans lesquels vous développez votre outil? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des domaines qui s'y prêtent plus que d'autres? Alors, donc il y a déjà des domaines où on va pas pour des raisons éthiques, comme le pénal. Ensuite, les domaines qu'on choisit de développer, c'est plutôt les domaines qui nous sont demandés par les clients. Donc ça, c'est pour le choix. Et après, on sait qu'on peut le faire s'il y a 2 conditions. D'abord, il faut qu'il y ait quand même un peu de jurisprudence. S'il y a 30 dossiers, on peut pas. Mais on peut descendre assez bas, par exemple, sur les ententes. Il y a assez peu de dossiers, on en a moins de 200. Mais c'est un peu le minimum 200. Donc il faut qu'il y ait au minimum quelques centaines, on est plus à l'aise si c'est quelques milliers de dossiers auxquels on a accès. Et deuxièmement, il faut qu'on puisse dresser cette liste de critères où il y a au maximum 100 critères. Parce que si je suis obligé de tenir compte de 1000 critères différents possibles, la machine ne va pas y arriver. Donc dans l'idéal, c'est plutôt entre 50 et 100. 150, c'est pour le projet corporel, sauf qu'on n'a jamais les 150 en même temps. Enfin, ça pourrait arriver, là, mais on n'a pas vu de dossier. Alors, est-ce que vous pouvez nous lister les différents domaines dans lesquels vous avez développé votre outil? Alors on a du droit social, donc on a essentiellement sans cause réelle sérieuse, clause de non-concurrence qui est un peu particulier parce que puis il est vraiment complexe, on regarde tout, est-ce que la clause est valide ou pas. Ensuite, si elle n'est pas valide, à quoi pourrait avoir droit le salarié pour respect d'une clause non valide. Ensuite, par contre, si elle est valide, quels sont les dommages indirects pour l'entreprise pour non-respect d'une clause valide, y compris dans le volet pénal, le harcèlement et un 4e, mais j'ai oublié, parce qu'on est en train de développer. En droit commercial, on a les ruptures brutales, les contentieux de la franchise, les ententes, les baux commerciaux, la concurrence déloyale. Ensuite, en droit de la famille, on a les prestations compensatoires, les pensions alimentaires. On a du droit civil, on a le préjudice corporel et troubles de jouissance. En propriété intellectuelle, on a la contrefaçon de marque et bientôt la contrefaçon de dessins et modèles. Et ensuite, en droit public, on a les marchés publics de travaux qu'on a fait avec la SNCF et les sanctions disciplinaires de la fonction publique. À quand le droit de l'énergie, l'urbanisme et l'environnement? On nous le demande souvent, il faut qu'on le fasse, ouais. C'est ça, je me dis. On peut le faire avec vous. Ah oui. Avec grand plaisir. J'ai pas dit, mais tous les modules, on les co-développe, soit avec des cabinets d'avocats comme Wolfram Associés, mais il y a d'autres cabinets comme Darrois, Villamaillot, Brochy, avec qui on a fait des ententes et le manquement d'initiés. Ça peut être des assureurs comme Allianz ou Groupama. Ça peut être des fédérations comme la Fédération Française de la Franchise, des directions juridiques comme Ubisoft, tous les chantiers de l'Atlantique ou d'autres. Et en termes de risques dans l'utilisation de votre outil, on parlait de l'effet performatif, mais quels autres risques il existe et comment vous faites pour essayer de les prendre en compte au maximum? Alors, pour moi, il y a 2 risques que vous avez évoqués. Le premier, ce serait que des gens aient accès à des outils du type Question Analytics et d'autres pas, et du coup, ça crée une inégalité. Donc ça, il faut être vigilant dans la manière de le commercialiser. Et l'autre, effectivement, c'est il peut y avoir un effet performatif avec toujours une crainte s'ils s'éloignent de la distribution proposée par Caselaw, qu'est-ce qui va leur arriver? Donc on essaie de leur dire, justement, c'est une opportunité de le faire si vous croyez qu'il faut le faire. Nous, dans Question Analytics, comme on donne toujours une distribution, c'est comme beaucoup moins performatif que si on donne une moyenne, parce qu'une moyenne ne veut rien dire, toute seule surtout, et souvent la moyenne n'est pas représentative. Donc on minimise cet effet, mais il existe quand même. Ça, c'est la partie que j'ai la plus étudiée dans ma carrière à l'INRIA, c'est le fait que si on utilise un modèle mathématique dans des sciences humaines, donc par exemple en finance, si les gens après se fient à ce modèle, ils vont modifier leur pratique, donc le modèle, il décrit pas la réalité, mais il la façonne en particulier. Et donc, si on veut travailler correctement, c'est de dire, ça c'est la réalité, avant que je mette mon modèle en place. Je mets mon modèle en place, et dans mon modèle, je vais modéliser la façon dont les gens vont se servir de mon modèle pour modifier la réalité. Donc ça va modifier la réalité. Donc je vais modifier mon modèle pour que quand ils se servent du modèle, ça modifie pas la réalité. C'est facile à faire si on a des données. Et donc vous apprenez à la machine à contre-attaquer. Ouais, c'est ça, exactement, on peut le voir comme ça. Donc en finance, on a plein de données, donc on a pu le faire. En droit, on retombe sur une question éthique. Donc on s'est demandé si on devait le faire ou pas. Moi, j'ai pas la réponse, peut-être que vous avez une réponse. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire sur un dossier de tel domaine, question éthique prédit ça. Admettons que tout le monde regarde ça, les avocats, les magistrats. Du coup, ils vont peut-être modifier leur décision
Déjà, les avocats vont peut-être plaider différemment, et les magistrats vont décider autrement à la vue de ça, et aussi au fait que les avocats vont présenter leur dossier différemment. Du coup, ça va modifier la distribution. Admettons que j'ai ces données-là, je vais changer mon modèle pour que, quand j'ai pris en compte tout ça, on appelle ça une boucle de rétroaction, je retrouve la situation initiale. Mais ça veut dire qu'au moment où je vais présenter les résultats, je vais les présenter au début d'un résultat faussé, parce que je vais pas présenter les résultats de la vraie situation, mais de la situation une fois qu'ils auront intégré tout ça. Est-ce que c'est éthique? Dans un sens, c'est éthique parce que du coup, je les modifie pas. Oui. Dans un sens, c'est pas éthique parce que je leur montre quand même quelque chose de faux. Je sais pas ce qu'il faut faire. Là, on a des discussions. C'est hyper complexe. Ouais. Finalement, la question c'est est-ce que ce qui compte c'est le résultat ou est-ce que c'est les informations de base en termes de véracité C'est exactement ça. On a discuté très très longtemps de ça et pour le moment on n'a pas de réponse. Mais voilà. Donc effectivement, il faut faire attention et c'est pour ça par exemple qu'on va pas au pénal pour le moment. Justement, sur le pénal, sur les questions d'éthique, est-ce que finalement on pourrait pas imaginer de développer votre outil sur tout ce qui est contraventionnel, puisque ça pose beaucoup moins de questions d'éthique? Alors là, je vais dire joker, il faudrait que j'y réfléchisse, ouais. Je parlerai qu'en présence de mon avocat pour ça. Et on parlait de l'effet performatif et je me disais quand on discutait que finalement c'est vrai que ça peut aussi dissuader si on pense qu'on n'a aucune chance, mais en fait il y a toujours quand même un petit pourcentage qui a une chance. Du coup ça a l'avantage de dire bon on désengorge, si on pense qu'on n'a pas de chance on va plutôt transiger, etc. Mais peut-être que finalement on aurait pu gagner et du coup est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement, pour les causes qui semblent un peu perdues, on n'aille pas se battre et du coup qu'on fasse pas changer le système et qu'on fasse pas évoluer la jurisprudence. Ouais. Alors c'est pour ça que là jusqu'à maintenant, on n'a jamais vendu un abonnement à Question Ethics avant d'avoir une discussion approfondie avec le futur client où justement on dit ça. Donc on dit voyez ce graphique, il vous dit que ça va entre temps et temps ou que c'est perdu, ça va jamais jusqu'à 100%, ça s'arrête à 97%, mais on explique bien aux gens et on a pris en compte des critères, mais déjà on n'a pas pris en compte tous les critères, on peut pas. Il peut y avoir un élément dans le dossier qui arrive une fois sur 1000 auquel on n'a pas pensé et voilà. Et la machine peut se tromper aussi. Et donc, c'est jamais un outil qui doit vous décourager si vous y croyez vraiment. C'est un outil qui va juste être là pour vous prévenir. Attention, si vous voulez y aller, ça va être difficile. Préparez-vous, ça va être très chaud de l'obtenir. Mais allez-y si vous voulez, mais attention. Et sur la question de la transparence des algorithmes, est-ce qu'il y a des organes de contrôle qui sont chargés de vérifier si les algorithmes ne sont pas biaisés, s'ils sont éthiques? Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas pour le moment. Mais par contre, moi, je suis très favorable à ce qu'il y en ait. En revanche, je pense que la bonne manière de faire, c'est pas de regarder les algorithmes. Parce que comme c'est de l'intelligence artificielle, la machine développe une stratégie. Et cette stratégie, c'est 2000 lignes de code que personne ne peut vraiment comprendre. Ou en tout cas, ceux qui peuvent les comprendre, c'est des gens comme moi. Et du coup, je suis pas capable d'apprécier les biais. Mais même si on avait un juriste, il y en a quelques-uns qui sont forts en droit et en informatique. Même eux, c'est pas en regardant l'algorithme qu'on peut voir s'il y a un biais. Parce que, sauf si c'est quelqu'un de malveillant qui l'a introduit, il peut quand même y avoir des biais, mais ça se verra pas dans l'écriture de. Pour moi, la seule manière, et c'est ce qui se passe dans d'autres domaines, dans tout ce qui est sensible, on teste pas les algorithmes en regardant le code, on les teste en regardant ce qu'ils font. Donc pour moi, la bonne manière, ce serait d'avoir un collège de gens, donc peut-être typiquement des magistrats, mais peut-être aussi des avocats, qui en permanence font un monitoring des résultats de l'application. Donc par exemple, on pourrait dire, voilà, on prend 20 juges, et peut-être autant d'avocats, et tous les lundis matins de 9 à 10, ils lancent des requêtes sur Question Ethics ou un autre outil, sur des dossiers qu'ils ont devant eux, et ils vérifient que les résultats sont raisonnables. Et ils le vérifient très régulièrement. Et tant que c'est raisonnable, il n'y a pas de biais. Voilà. Et quels conseils vous aimeriez donner aux étudiants en droit et aux professionnels du droit qui nous écoutent? Moi, je dirais que le conseil, si je peux en donner un, c'est de pas avoir peur de ces outils parce que, en fait, c'est assez naturel pour au moins une partie des étudiants. Ils comprennent assez vite et ils adhèrent assez vite. Donc, pour moi, c'est une autre manière de faire du droit, mais je pense que c'est aussi une manière renouvelée qui va pas remplacer les autres, mais c'est une nouvelle corde. Voilà. Ok. Écoute, je vous remercie beaucoup pour nos échanges. Sur quelle note vous voudriez terminer cette interview? Alors, déjà, vous remercier beaucoup parce que c'était vraiment passionnant de discuter avec vous et pour toutes vos questions très intéressantes et aussi suggestions du coup. La note, c'est que, en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'appliquer mes outils au droit et je suis pas déçu du tout parce que, en fait, ce qui intéresse le plus un mathématicien, c'est de faire un modèle et que ce modèle après lui permette de comprendre des phénomènes, surtout qui étaient insoupçonnés ou pas quantifiés. Et donc là, on a déjà une zoologie de 4 phénomènes que les juristes n'avaient pas perçus ou pas de façon quantitative. Et donc le fait qu'on découvre vraiment des choses grâce à l'application des mathématiques au droit, c'est une belle récompense pour les 3 années de travail acharné. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup Laetitia. À bientôt. Oui, au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation,
N'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du Vent sous la robe sur les réseaux. Donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt!